Bonsoir à tous et toutes. Et ravi de vous voir sans masque, tout déjà. C'est la première chose. Deuxièmement, de pouvoir nous réunir finalement depuis des années, 2 années de pandémie avec toutes les restrictions sanitaires que vous connaissez. Et France-Amérique latine a décidé de lancer cette initiative-là, un débat autour de l'Amérique latine, l'Union européenne et l'Ukraine, car nous considérons qu'en tant qu'organisation qui a des rapports avec la France et l'Amérique latine, doit s'en occuper aussi de la situation internationale, d'une situation qui est en train de chambouler déjà la géopolitique au niveau mondial et bien évidemment l'Europe et l'Amérique latine. À ce propos-là, et avec l'objectif justement d'essayer d'avoir quelques éléments de clarification de comment cette guerre-là est perçue en Amérique latine, comment les forces politiques, les mouvements sociaux, les gouvernements regardent ces conflits, cette invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Nous avons invité à 2 grands spécialistes, que je tiens à remercier bien évidemment, sur la situation en Amérique latine et bien évidemment aussi de la situation internationale. À droite, Jan-Jacques Kouniaski, que peut-être que vous connaissez suffisamment. Il est membre de la fondation Jean Jaurès, entre autres. Il vient de publier un livre très intéressant qui s'appelle Progressisme et démocratie en Amérique latine. À la fin de la conférence, peut-être qu'il pourra vous donner quelques contacts pour obtenir ces bouquins-là. À gauche, Stéphane Witkowski, qui est le président du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, toute une institution que vous connaissez parfaitement bien, une des institutions les plus renommées à Paris sur les études de l'Amérique latine, et que, bien évidemment, tous les deux connaissent suffisamment la situation politique en Amérique latine et aussi au niveau international. Pour le déroulement de cette conférence, j'espère que peut-être arriveront des autres personnes dans quelques minutes, et nous allons procéder de la manière suivante. Nous avons pensé que la meilleure manière d'aborder le sujet, c'est de poser quelques éléments à tous les deux pour donner des réponses de 5 minutes à chaque fois. Et bien évidemment, vous aurez le droit, la possibilité, et surtout, on vous incite à pouvoir participer, à poser des questions sur ce conflit-là, qui, je rappelle, la semaine prochaine sera rentré dans son 3e mai d'existence. Un 3e mois et qui a provoqué déjà les déplacements des personnes les plus nombreuses, les plus grandes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes aujourd'hui, selon l'Organisation des Nations Unies, à plus de 6 millions d'Ukrainiens qui ont dû quitter leur pays. Des destructions que vous connaissez parfaitement bien, massives, dans toute l'Ukraine, des violations des femmes, des violations des droits de l'homme, des assassinats, bref, tout un conflit qu'on pourrait dire on ne pensait pas pouvoir vivre au début de ce 21e siècle en Europe, et moi encore au niveau international. À ce propos-là, je voudrais commencer donc à poser la première question. Moi, je me présente, je suis Braulio Moro, je suis journaliste, membre du comité directeur de France-Amérique latine, et je voudrais donc commencer tout de suite en posant une première question à tous les deux intervenants, auxquels je tiens bien évidemment à remercier d'avoir accepté de nous accompagner. Et je voudrais savoir, je disais, nous rentrerons bientôt au 3e mois de cette guerre, et une guerre qui, sans doute, représente beaucoup pour l'Union européenne, vous l'avez vu, l'ensemble des 27 membres de l'Union européenne jusqu'à aujourd'hui agissent plus ou moins de manière conjointe pour les déjà 6e batterie de sanctions contre la Russie. Mais comment ça, ce conflit-là est regardé côté Amérique latine? Ça, c'est une question qui nous intéresse, que nous pensons que peut être intéressant de poser. Je voudrais commencer par Stéphane, s'il te plaît. Merci beaucoup, Braulio Moro, pour l'organisation de ce débat. Merci à France-Amérique latine pour nous donner cette occasion de parler de ce sujet qui nous concerne beaucoup. Alors, je dirais en réponse à cette question, comment est-ce que l'Amérique latine perçoit cette crise et cette guerre? Je dirais que, avant de répondre très précisément des positions des différents pays, je souhaiterais d'abord resituer un tout petit peu dans le contexte en disant qu'au fond, nous sommes en Europe, et évidemment nous sommes plus concernés que d'autres parce que le conflit se déroule
sur terre européenne, d'une part, et donc les pays d'Amérique latine se sont moins concernés, le premier chef. Et je dirais aussi que le traitement politico-médiatique de cette guerre donne un certain nombre d'indications sur, au fond, le traitement de cette guerre à partir, au fond, de peut-être je dirais, d'un prisme, si je puis dire, entre guillemets, et avec des guillemets, un prisme occidental sur cette guerre en Europe, et qui ne peut pas être forcément partagé par d'autres pays latino-américains. Quand je dis qu'il y a un prisme aussi médiatique et idéologique, je pense et je dirais que ce n'est pas la première guerre tragique qui se déroule sur le territoire européen. Je ne parle évidemment pas de la Seconde Guerre mondiale, mais de la guerre en Kosovo. Kosovo, où l'Europe était évidemment concernée, où l'OTAN était évidemment concernée, et le traitement médiatique à ce moment-là n'était pas du tout le même que celui que l'on a aujourd'hui de ce qui se passe, du traitement de la guerre au Kosovo. Donc ces remarques faites, je dirais qu'en plus, que lorsqu'on regarde la façon dont les pays d'Amérique latine, dans le passé, se sont positionnés par rapport à des grands conflits, que ce soit la Première et la Seconde Guerre mondiale, ou plus récemment sur des conflits, que ce soit pour l'Afghanistan, pour la Libye, pour l'Irak, les prises de position de ces pays latino-américains n'ont jamais été, d'une part, n'ont pas été au fond l'expression d'une voix commune, parce qu'au fond il y avait des positions très disparates, d'une part, et d'autre part parce que, là encore, ces pays, ces crises se déroulaient hors du territoire européen. Et j'ajouterais ensuite, alors peut-être que j'entrerai un tout petit peu plus dans le détail sur les positions des différents pays, mais je ne vais pas prendre plus de temps parce que je pense qu'il y aura des questions là-dessus, sur les votes qui ont eu lieu, sur les conditions dans lesquelles ces votes ont eu lieu, sur les alliances régionales, qui sont évidemment différentes selon les cas, mais peut-être que je pourrais entrer un peu plus dans le détail ultérieurement, et aussi bien sûr les considérations économiques qui interviennent et les conséquences de cette guerre pour cette région. Voilà ce que je ferai, une première réponse un tout petit peu générale de contexte. Merci Stéphane. Effectivement, tu dis quelque chose que c'est important. Tu as évoqué quelques-unes des guerres qui sont déroulées, et pas seulement sur le continent européen, mais autour du monde ces dernières années. Je dirais qu'avant cette guerre en Ukraine, depuis l'année 2000, peut-être que vous le savez, il y a 30 guerres, 30, qui sont déroulées au niveau mondial. Yémen, Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, etc. On pourrait donner beaucoup de éléments. Et c'est bien signalé qu'effectivement, les traitements médiatiques, c'est complètement différent. Et ça doit nous interpeller. Mais comment tu vois la situation d'Irak? Est-ce que tu penses qu'effectivement, il y a raison pour lesquelles l'Amérique latine soit finalement un peu distant de cette guerre qui a démarré, de cette invasion? C'est pas une guerre, a commencé par une invasion qui devient une guerre le 24 février dernier. Oui, il y a des raisons objectives. Il ne faut pas oublier que même physiquement, l'Amérique latine est loin de l'Ukraine. Elle est loin géographiquement. Et elle est loin également en ce qui concerne les capacités d'avoir des moyens d'action de la plupart des États latino-américains. Les États latino-américains ne sont pas des puissances militaires. Je ne parle même pas de puissance atomique, de puissance militaire, ne sont pas des puissances diplomatiques, ne sont pas des puissances économiques, ne sont pas des puissances technologiques, donc sont traditionnellement, historiquement, dans une situation de dépendance à l'égard de l'extérieur. Ce qui explique d'ailleurs qu'on en parle assez peu dans les médias, on en a parlé pendant les premiers jours, mais à la fin du mois de mars, je me suis livré une petite expérience de lecture des principaux quotidiens. Alors, c'est bien, c'est un sondage, donc
peu contesté, d'autant plus que ces quotidiens sont plutôt le reflet de gros intérêts en Amérique latine, mais malgré tout, ça donne un air du temps. Et dans pratiquement aucun, c'était le 30 mars, dans aucun des grands quotidiens d'Amérique latine, à l'exception d'El Universal, de Caracas, on ne parlait de la guerre en Ukraine. Donc on parlait des problèmes d'inflation, on parlait de problèmes économiques, on parlait de problèmes de politique locale, d'élections, de toutes sortes de choses, mais pratiquement pas. Alors pourquoi pratiquement pas? Parce que ça rejoint ce que je vous disais précédemment, les pays d'Amérique latine. Alors évidemment on parle d'État, donc ça crée une fiction dans les mots, une fiction sémantique. On a l'impression que même le Brésil, c'est quelque chose d'équivalent à l'Allemagne ou à la France. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et si on se place du point de vue des pays latino-américains, quelle que soit d'ailleurs l'idéologie des gouvernants, qu'est-ce que j'ai à gagner à me mettre dans une affaire comme celle-là? Donc on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Il y a une double attitude dans la plupart des pays d'Amérique latine. On condamne, alors il y a des degrés dans la condamnation, on condamne l'invasion russe avec beaucoup de nuances, mais on ne pratique pas de politique de sanctions, ce qui a été noté par le Parlement européen. Il y a une députée tchèque qui est vice-présidente du Parlement européen, qui est responsable des questions latino-américaines, et qui en a fait le constat pour le regretter. Mais pour le regretter de son point de vue, du point de vue de quelqu'un qui est originaire d'un pays frontalier ou quasi frontalier avec l'Ukraine, et donc qui n'est pas dans la même situation que les pays d'Amérique latine. Donc pour moi c'est un élément central qui permet de comprendre pourquoi les pays d'Amérique latine, quelles que soient leurs orientations, j'insiste bien là-dessus, leurs orientations partisanes ou idéologiques, se maintiennent dans une position, je dirais pas de spectateurs, mais d'acteurs minimum. C'est-à-dire qu'on condamne, dans la plupart des cas, avec des nuances, on y reviendra peut-être après, hein, en regardant la situation des pays, mais on ne pratique pas de politique de sanctions à l'égard de la Russie, pour des raisons qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. Mais passons tout de suite à ces questions-là, ces réponses-là. Effectivement, je disais, depuis le début de la guerre, l'Union européenne a appliqué déjà 6 batteries, ça s'appelle ça, on est en train d'appliquer la 6e batterie de sanctions vis-à-vis de la Russie. Comme vous le savez bien, entre autres, ils ont gelé la moitié de la réserve de la Banque centrale russe, à peu près 300 milliards de dollars. Ils ont interdit la connexion SWIFT pour plusieurs banques russes. Ils ont bien évidemment imposé un embargo pour tout ce qui est la nouvelle technologie, tout ça. Mais, comme tu le signalais si bien, Jean-Jacques, la question c'est que côté latino-américain, même s'il y a eu, tu dis, c'est pas des spectateurs, l'Amérique latine, les Amériques latines, les pays de l'Amérique latine, parce qu'ils sont tellement différents les uns des autres, on va rentrer à ce niveau-là tout à l'heure. La question c'est qu'aucun de ces pays-là a appliqué la moindre sanction. Autre, l'importance économique, que c'est moindre, et on parlera de ça. La question c'est, ils auraient pu, disons, alliés, on se montrait plus actifs vis-à-vis des initiatives des États-Unis, parce que les États-Unis ont fait des pressions vis-à-vis des pays latino-américains pour qu'ils imposent des sanctions, mais pour l'instant, la réponse c'est niet. Pourquoi? Bon, alors, non, je ferai une réponse en 2 volets. Le premier volet, c'est la condamnation. Bon, la condamnation qui est très compréhensible. L'Amérique latine, différents pays d'Amérique latine, ou la plupart des pays d'Amérique latine, ont été victimes de décisions unilatérales d'invasion, d'ingérence de la part des grandes puissances. On pense au Mexique, évidemment, mais il y a beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, et donc il est logique que ces pays condamnent l'invasion d'un État membre du système des Nations Unies par un pays qui lui-même est aussi membre du système des Nations Unies, et donc les deux étant tenus de respecter a priori
les codes de conduite entre États membres du système des Nations Unies. Donc il y a une condamnation de l'invasion. Le président mexicain a été sans doute celui qui a été le plus clair à ce sujet, en rappelant que son pays avait subi des invasions étrangères. Il y a d'ailleurs un musée des invasions étrangères à Mexico, états-uniennes et françaises pour l'essentiel. On oublie qu'il n'y a pas eu simplement des invasions nord-américaines au Mexique, mais aussi plusieurs interventions militaires de la France. Donc à l'époque, il n'y avait pas le système des Nations Unies, mais ça reste dans la mémoire collective. Deuxième point, pas de sanctions. Là aussi, le président mexicain s'en est expliqué, mais également le président argentin ou le président du Brésil, qui ont des orientations idéologiques différentes. Nous avons besoin, par exemple, de fertilisants. Donc ça peut paraître secondaire ou anodin, mais par exemple, dans le cas du Brésil, qui est un des gros producteurs, le premier exportateur de produits agroalimentaires dans le monde, son agro-industrie agricole fonctionne avec des fertilisants qui viennent à 60% de Russie. Donc on trouve on pourrait faire cette remarque pour un certain nombre d'autres pays exportateurs de produits agricoles. Ça a été d'ailleurs un des arguments qui a été avancé par le président mexicain. Il y a également des accords en matière de fabrication de vaccins, du vaccin Sputnik. 8 pays d'Amérique latine ont vacciné leur population avec ce type de vaccin. Il y a des projets de construction d'usines de fabrication, de laboratoires pharmaceutiques en mesure de fabriquer le vaccin Sputnik. Et donc il était hors de question pour ces pays-là, au nom du droit international, de faire ce que leur demandent les États-Unis et les pays de l'Union européenne. Donc le problème des sanctions ne se pose pas de la même manière pour les pays membres du G7, qui ont une espèce de syndicat d'autoprotection entre pays qui sont les plus grandes puissances économiques, commerciales du monde, et des pays qui sont, dans le meilleur des cas, en situation de mettre en concurrence, de se mettre en dépendance concurrente, un peu sur le modèle de ce que faisait le président égyptien Nasser dans les années 50-60. Donc, il faut, si on veut bien comprendre, à mon avis, il faut se mettre dans la position qui est celle d'un responsable latino-américain, regardant les deux côtés de la balance, qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que je vais perdre en me mettant dans cette affaire du côté des États-Unis et de l'Union européenne. Donc je condamne parce qu'il y a eu vraiment violation du droit, mais compte tenu de ma situation, je ne suis pas en mesure d'appliquer des sanctions qui m'apporteraient beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Alors, je disais tout à l'heure, c'est pas un problème d'idéologie. Lors de l'annexion de la Crimée en 2014, le Brésil s'était abstenu de condamner la Russie, donc le Brésil de Dilma Rousseff à l'époque. Mais aujourd'hui, le président Bolsonaro, qui n'est pas particulièrement progressiste, est allé à Moscou le 15 février pour justement garantir la possibilité de continuer à pouvoir acheter des fertilisants russes. Alors bien entendu, il a accompagné, ça c'est dans le profil du personnage, cette décision qui était purement alimentaire pour le Brésil, de commentaires qu'il était beaucoup moins en disant Monsieur Poutine est un homme de paix. Bon, mais ça c'est le profil du président Bolsonaro, mais ça prouve bien que ce soit un président progressiste ou un président d'extrême droite, tous les deux sont comptables d'intérêts qui les dépassent, des intérêts de leur pays, et l'un et l'autre ont estimé qu'ils n'étaient pas en mesure de rompre avec la Russie. Merci Jean-Jacques. Stéphane, donc, condamnation, pas de sanctions, pas de veto, on va dire, pour les exportations. Et Jean-Jacques vient d'apporter quelques éléments. Est-ce que c'est seulement des problèmes, disons, en faisant rappel, la mémoire de ce qu'ont été les agressions qu'il y a eu, bien évidemment, de la part des États-Unis et de l'Amérique latine? Il y a un analyste qui appelle ça l'impérialisme
anti-impérialisme zombie, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des États-Unis, on y va. Lorsqu'il s'agit de la Russie, on n'est même pas capable de reconnaître que c'est une nouvelle forme d'impérialisme. Les sanctions, pourquoi cette distance du gouvernement, quand on parle de gouvernement de l'Amérique latine? Oui, je pense que l'explication historique existe, c'est-à-dire qu'il y a une raison, clairement il y a deux raisons de ne pas suivre cette politique de sanctions. La première, parce que beaucoup de ces pays sont eux-mêmes concernés par des politiques de sanctions, blocus, embargo. Cuba, Venezuela, par exemple, Venezuela, Nicaragua, tous les pays bolivariens savent exactement ce que ça veut dire. Donc, d'une part, ils sont instruits par l'expérience, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la tradition ou les traditions diplomatiques, et je crois que Jean-Jacques Orliansky l'a expliqué, sont fondées sur un certain nombre de principes sur lesquels ces pays et ces gouvernements sont extrêmement attachés, au-delà de toutes les idéologies de ces gouvernements, droite et gauche, qui sont effectivement le respect de la souveraineté nationale, le respect de l'indépendance nationale, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays souverains, le principe de non-alignement actif, le fait aussi que ces pays s'organisent et souhaitent pouvoir décider de leur propre destin sans ingérence extérieure. Et ce qui me paraît aussi important, c'est que il y a derrière tout ça un très grand pragmatisme latino-américain. Quand on regarde la diplomatie brésilienne, par exemple, au-delà de cette période où, effectivement, il y a eu cet alignement contraire à la tradition, je dirais, diplomatique brésilienne, cet alignement du président Bolsonaro sur la politique Trump, n'est pas du tout conforme à la vieille tradition brésilienne du pragmatisme et du professionnalisme de la diplomatie de l'Itamaraty. Et ce pragmatisme, qui a été effectivement manifesté par les différents présidents, y compris Lula, mais y compris sur le plan économique, et tous les débouchés économiques, agro-business en particulier brésiliens, avec tous les partenaires du monde, y compris avec les pays comme la Chine, comme la Russie et d'autres débouchés sur le monde, ils ne voient pas pourquoi, effectivement, ils endosseraient cette politique de sanctions. J'ajoute un mot sur la Crimée, qui a été évoquée à partir de 2014 et des prises de position des pays latino-américains. Crimée, donc cette intervention russe en Crimée, 2014, mais certains intellectuels, et notamment je pense à un intellectuel universitaire américain, Noam Chomsky, faisaient remarquer qu'au fond, Guantanamo est la position des États-Unis d'une intervention étrangère depuis 1903 sur les territoires cubains, depuis 1903, une portion du territoire cubain occupée par une base militaire américaine. Et donc, ce parallélisme que faisait Noam Chomsky entre l'affaire de Crimée en 2014 et puis cette base de Guantanamo qui est toujours en activité à Cuba, il y a quand même aussi un peu de poids de mesure d'une certaine manière. Alors, il y a effectivement dans ces considérations des alliances stratégiques classiques, évidemment. Les pays bolivariens ont évidemment des accords privilégiés avec la Russie, je pense Nicaragua, bien sûr Bolivie, Venezuela. Et en même temps, parallèlement, il y a des pays de la région qui sont sur une sorte d'alignement sur les États-Unis, que ce soit un pays selon différentes époques. L'Argentine, à une époque, le ministre des Relations extérieures, Guido Di Tetela, sous la présidence de Carlos Menem, parlait employait l'expression imagée de relations charnelles avec les États-Unis. La Colombie est un pays aussi, sur un total alignement sur la politique nord-américaine, avec 8 bases. Même fait partie de l'OTAN. Alors, non seulement il y a 8 bases militaires, effectivement, en Colombie, mais en même temps, ils sont intégrés à l'OTAN. Ils vont même, au mois de juin, à Madrid, faire partie de où vous reparlez effectivement de ce partenariat renforcé entre le président Duque et le secrétaire général de l'OTAN.
Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Et lorsque l'on voit tous les votes et toutes les prises de position de la Colombie vis-à-vis de tous les conflits qui se sont passés, que ce soit le Kosovo, que ce soit la Libye, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Afghanistan, la Colombie a systématiquement voté comme les États-Unis. Donc il y a à la fois des réflexes et des pays qui ont des positions d'alignement absolument classiques, notamment avec les États-Unis, dans certains cas avec l'Équateur, avec les États-Unis, et puis selon les cas, il y a effectivement des ajustements. Le Brésil, par exemple, fait partie de ces pays un peu intermédiaires parce qu'aussi les relations personnelles entre Bolsonaro et Biden sont très froides, et donc évidemment, il est un peu plus en retrait que le président argentin s'était rendu aussi à Moscou. Mais en même temps, les jeux des grandes puissances, et en particulier de la Russie et de la Chine, jouent un rôle extrêmement important dans les votes. Par exemple, quand on regarde, il y a eu différents votes. Il y a eu le vote à l'OEA, où il y a eu quand même 5-6 pays de l'Amérique latine qui se sont abstenus. Le premier vote du 2 mars, l'Assemblée générale de l'ONU, pour sanctionner l'intervention en Ukraine, il y a eu au moins 4 abstentions des pays latino-américains, dont Cuba, entre autres. Mais ils n'ont pas été les seuls sur la scène internationale. Des pays comme la Chine et l'Inde, et beaucoup de pays africains, et beaucoup de pays asiatiques se sont abstenus aussi. Et en ce sens que la position latino-américaine n'est pas complètement isolée de l'ensemble du monde. Mais nous, on a une vision peut-être un peu occidentale, qui est vraiment très centrée sur la vision un peu occidentale par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et les votes à l'ONU ne reflètent pas forcément ces rapports de force internationaux. C'est vrai aussi que le vote sur la Commission des droits de l'homme et la demande d'une commission indépendante sur les massacres qui ont eu lieu en Ukraine, là aussi, il y a eu un certain nombre d'abstentions. Parce que là aussi, il y a parfois des 2 poids 2 mesures sur ces sujets-là. Et puis, il y a toujours cet attachement au respect du droit international. En toutes circonstances, c'est vrai pour quand on voit la façon dont Cuba se comporte sur la diplomatie mondiale. C'est vrai, le Venezuela fait très attention aussi à ces sujets-là. Cuba, par exemple, il a quand même mis au moins 48 heures avant de réagir à l'intervention militaire en Ukraine, parce qu'ils sont très attachés au principe de respect de souveraineté nationale et d'indépendance nationale, et donc ils ont été dans une position un petit peu embarrassée, et ils ont finalement, ils ont évidemment pris une position assez extrêmément nuancée, parce qu'ils ne pouvaient pas non plus complètement se mettre à dos la Russie pour d'autres raisons, pour des raisons économiques, mais l'influence, je dirais, de la Russie sur le plan économique, on pourrait donner un certain nombre d'exemples. Eh bien, la Chine, beaucoup plus que la Russie dans la région, joue un rôle très important, mais la diplomatie américaine regarde de très près le jeu à la fois de la Russie et de la Chine dans la région. Le rétablissement des relations diplomatiques qui a eu lieu entre Cuba et les États-Unis en 2014 avait été non seulement la conséquence du rôle de volonté de la diplomatie cubaine et américaine par rapport à cet établissement, c'est parce que elle est intervenue 3 mois après la visite du président chinois et du président Poutine à Cuba, en août 2014, et parce qu'il y avait un certain nombre d'accords qui avaient été noués, et que Obama, à ce moment-là, ne voulait pas être isolé sur la scène internationale. D'accord. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé la situation de ce qui correspond à la guerre. Et comme on l'a vu côté de l'Amérique latine, il y a, je dirais, une forte coïncidence entre vous deux à ce propos-là. Vous avez commencé à évoquer les cas de quelques pays, le Mexique, le Brésil, l'Argentine. Mais il y a un pays qui, quand même, sort de l'eau, le Chili, je dirais. C'est le seul pays qui a condamné ouvertement l'invasion russe en Ukraine. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos-là, Yaya? Alors c'est un nouveau président
qui est arrivé au pouvoir au Chili. Donc, avant cette affaire, il avait déjà condamné aussi au nom du respect des droits de l'homme le Nicaragua, le Venezuela et même Cuba, ce qui avait provoqué des remous dans sa majorité, puisque le Parti communiste du Chili n'était pas sur la même longueur d'onde, mais là on retrouve aussi le fait que ces questions internationales finalement sont considérées comme étant relativement secondaires par la plupart des opinions publiques et donc bon, le Parti communiste chilien a considéré que c'était pas un motif de rupture. Et il y a d'ailleurs à propos du Chili un événement intéressant. Lors de la prise de fonction de Gabriel Boric Font, comme lors de toutes les prises de fonction des nouveaux présidents, c'est l'occasion, en l'absence de forums structurés, pérennes, ayant une activité effective, c'est l'occasion pour l'ensemble des chefs d'État de la région de se rencontrer, d'avoir des échanges. C'est d'ailleurs l'occasion aussi pour les États-Unis d'envoyer le ministre ou le sous-ministre qui suit l'Amérique latine pour avoir également des contacts avec l'ensemble des responsables de la région. Il manquait, lors de la prise de fonction du nouveau président du Chili, le président colombien. C'est extrêmement intéressant parce que c'est lié à la guerre en Russie, Ukraine. Le président colombien était à Washington. Alors, vous direz, qu'est-ce qu'il faisait à Washington? Qu'est-ce qu'à voir le conflit Russie-Ukraine? Parce que quelques jours plus tôt, le président Biden avait envoyé des émissaires au Venezuela pour voir finalement s'il y avait une manière d'adoucir les sanctions, dans la mesure où là aussi les États-Unis ayant des intérêts égoïstes, nationaux, des intérêts en propre. Donc le président Biden venait de suspendre l'importation de pétrole venant de Russie, et donc il faut trouver des compensations. Il y en aura peut-être d'ailleurs demain en Iran, mais pour l'instant, l'étranger proche producteur de pétrole, fournisseur historique des États-Unis, c'est le Venezuela. Donc panique à bord à Bogota, dans la mesure où Bogota se considère comme l'allié privilégié des États-Unis. Donc il a eu un lot de consolation. Le président Biden a donné à la Colombie le titre d'allié privilégié des États-Unis hors OTAN qu'avait obtenu l'Argentine déjà en 1996. Et le président colombien, Iván Duque, a rappelé à son homologue américain, que la Colombie était également productrice de pétrole et qu'elle pourrait, elle aussi, éventuellement, compenser, au moins en partie, le manque de pétrole produit par la décision du président Biden, d'où sa décision de ne pas se rendre au Chili à la prise de fonction, ce qui est tout à fait exceptionnel en Amérique latine, de son nouveau collègue chilien. J'ajouterai, parce que effectivement les choses sont, comme tu l'as rappelé, sont moins simples qu'elles n'y paraissent à première vue. Il y a beaucoup de nuances dans les prises de position des uns et des autres, qu'effectivement, la Colombie, traditionnellement, est l'allié privilégié des États-Unis. Elle a participé à la guerre de Corée, donc elle n'a pas participé à la guerre du Golfe, parce qu'à l'époque, donc il y avait les problèmes de lutte contre les FARC, et le plan Colombie d'aide des États-Unis à la Colombie dans ce processus de lutte, de combat contre la drogue et contre les FARC. Mais la Colombie s'était rapprochée de l'OTAN à partir de 2013, au moment de la une crise qui avait failli provoquer un conflit entre la Colombie et le Venezuela, et progressivement la Colombie, d'approche en approche, est devenue un partenaire de l'OTAN, mais non pas un membre. Et c'est intéressant parce que contrairement à ce que vous avez pu lire dans la presse, la Colombie n'a pas proposé d'envoyer des soldats en Ukraine, elle a proposé de participer à l'aide humanitaire dans le cadre
plan mis en œuvre par l'Alliance Atlantique, par l'OTAN, et le ministre de la Défense colombien, dès le 24 février, dans une conférence de presse, a signalé « Nous sommes partenaires de l'OTAN, mais nous ne sommes pas membres, donc nous ne sommes pas tenus par les contraintes éventuelles de l'article 5 de solidarité automatique entre les membres de l'Alliance. » Donc c'est extrêmement intéressant parce que on se trouve là dans le cas du pays qui est le plus proche des États-Unis et on voit qu'il y a beaucoup de bémols que l'on peut retrouver dans d'autres pays, y compris le Venezuela qui n'a pas pris part au vote. Il a fait des commentaires favorable à la Russie, avant de mettre des bémols après cette rencontre avec les émissaires de Biden, mais il n'a pas pris part au vote. Et même Cuba, vous le signaliez, a attendu, parce qu'effectivement, Cuba a été victime à plusieurs reprises d'ingérence des États-Unis et ne pouvait pas, sur le plan des principes, ne pas condamner une ingérence, fût-elle d'un pays qui est son allié. Donc il y a chez tous les pays qui soient proches des États-Unis ou proches de la Russie, non pas proche idéologique, la Russie n'est plus un pays communiste, et il y a beaucoup de bémols, beaucoup de nuances, et je remarquerai deux choses, c'est que les pays latino-américains ont condamné ou se sont abstenus, mais n'ont pas voté contre. Donc ce qui traduit chez la plupart le souci de préserver les principes que vous avez évoqués tout à l'heure, les principes du droit qui sont considérés comme l'ultime résistance que peuvent opposer les pays latino-américains à la force. 3 secondes, 3 secondes. Simplement, parce que je vous sens avec une énorme envie de commencer à parler de l'économie. On va parler de l'économie, les jours. On va le laisser pour l'instant un peu de côté. Ce qui m'intéresse à propos de ces deux choses, tu avais évoqué déjà effectivement la question des votes, que ce soit à l'OEA, que ce soit à l'Assemblée nationale des Nations Unies, l'Assemblée, le Conseil de sécurité, etc. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos-là? C'est-à-dire, à propos de ce qu'il y a de signaler, comme la question de, pour l'instant, tous les gouvernements latino-américains ont essayé, dans la mesure du possible, de pas esquiver, mais de ne pas se confronter directement ni avec les États-Unis, ni avec la Russie, au niveau des votes de l'Assemblée des Nations Unies et de l'OEA. Est-ce que c'est correct ou pas? Oui, je pense qu'ils ont toujours souhaité inscrire leur politique extérieure dans le cadre des principes de l'ONU. Et c'est vrai pour Cuba, c'est vrai pour le Venezuela, et y compris lorsque le vote a lieu, dans le cadre du NAG, les pays latino-américains votent absolument en conscience. Donc je croyais conformément à leurs principes. Je voulais peut-être réagir par rapport à ce que vous disiez à propos de la prise de position du président chilien. Il me semble qu'il y a un clivage ou une relève générationnelle de la gauche latino-américaine, dont le président chilien est un symbole, 35 ans, et finalement, beaucoup d'intellectuels ou de dirigeants politiques de cette gauche latino-américaine je dirais, ne sont plus dans le même discours, en tout cas politique, qui avait été mené par les prédécesseurs. Pour une raison très, me semble-t-il, simple, c'est que, au fond, toute cette gauche latino-américaine qui a été profondément patriotique nationaliste, a vécu dans le contexte d'une guerre froide qui a profondément marqué cette gauche latino-américaine. On évoquait la question de la Crimée, mais dans les débats qui ont lieu sur ce qui se passe en Ukraine, beaucoup ont rappelé le rappel de la crise des missiles, dont on va célébrer effectivement l'anniversaire au mois d'octobre. Et à ce moment-là, beaucoup ont fait remarquer que, et notamment pour ceux de cette gauche latino-américaine, mais pas seulement des gens de gauche, faisant remarquer que des missiles à quelques kilomètres du territoire nord-américain, crise des missiles, c'est quelque chose que les États-Unis ne pouvaient pas comprendre. Et cette comparaison a été évoquée effectivement après la crise en Ukraine.
la progression effectivement de l'OTAN par rapport à cette crise et la position de certains missiles. Et beaucoup disaient, mais au fond, aucun pays au monde, aucune grande puissance, notamment les Américains, n'accepterait des missiles, soit au Mexique, soit au Canada aujourd'hui. C'est un petit peu ce parallélisme-là qu'on voit dans cette remarque. Alors, ce que je dirais, c'est que ces clivages générationnels en Amérique latine, mais on les retrouve aussi en France par rapport à la gauche française, ou les gauches françaises, sur l'Amérique latine. Parce qu'il y a des clivages énormes sur le Nicaragua, sur le Cuba, sur le Venezuela, et il y a, y compris sur même la Bolivie. Et sur la Bolivie. Et je me souviens d'une époque où effectivement il y avait des régimes dictatoriaux, où toute la gauche latino-américaine était vent debout contre ces régimes et contre ces dictatures. Je pense évidemment à Chili, Argentine, tous ces cas que vous connaissez. Mais ce qui m'a frappé, c'est par exemple le coup d'État qui a eu lieu en Bolivie. Il y a eu quand même un grand silence de beaucoup d'intellectuels, pas seulement de gauche, mais tout simplement des gens de l'opinion publique qui n'ont pas réagi par rapport à ce qui s'est passé. C'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que donc il y a quand même une évolution des mentalités par rapport au traitement de l'information, y compris en Amérique latine, c'est quand même quelque chose qui est assez frappant. Alors, il faudrait peut-être, on a parlé du Chili, mais il faudrait parler du Mexique, la position particulière du président AMLO, voilà, qui, lui, apparaît comme, au fond, depuis un certain nombre de mois, apparaît comme, au fond, un leader régional tout à fait étonnant. Enfin, je ne vais pas entrer dans tous les sujets qui ont été évoqués, mais au fond, la création d'une sorte de nouvelle CELAC, si on peut dire, régionale, l'unité régionale qui aussi est une région très fragmentée aussi, qui est aussi une des causes de la faiblesse de l'Amérique latine et qui n'est pas très nouvelle non plus, mais qui explique l'absence d'une véritable voix latino-américaine sur la scène internationale et l'absence de grands leaders latino-américains, comme c'était le cas dans le passé, comme c'était le cas avec le président Lula, comme ça avait été le cas avec Chavez, dans un autre registre avec Fidel Castro. Et le président AMLO joue ce rôle, à mon avis, un peu en attendant de voir comment l'élection se passe au Brésil au mois d'octobre, et éventuelle réélection éventuelle du président Lula. C'est un autre sujet. Très bien. Alors, deux questions qui m'intéressent, justement, on approche, on a vu de manière très générale les positions de quelques gouvernements, on ne va pas faire la radiographie de tous, on pourrait citer l'Uruguay, on pourrait citer le Paraguay, mais bon, au-delà de ça, le Salvador, avec Bukele, effectivement complètement opposé, pour l'opposition à Biden, complètement. Mais ce qui m'intéresserait, c'est la chose suivante, et Stéphane faisait référence à une nouvelle génération de la gauche latino-américaine, et je voudrais aller un peu plus loin. C'est-à-dire que c'est pas seulement la gauche, tu as des mouvements qui avaient été créés, parce qu'une chose, on essaie de voir ce qu'a été la position des gouvernements, mais après tu as des partis politiques, c'est pas forcément la même position que les gouvernements, et après on aura des mouvements sociaux. Dans le cas des partis politiques ou des organisations, il y avait des groupes de Lima, qui a été créés autour de dénoncer l'autoritarisme de Venezuela, demander des élections dans le gouvernement, etc. Suite à ça, l'opposition a été créée des groupes de Puebla, des progressistes de l'Amérique latine. Mais il s'avère, Jean-Jacques, que ces groupes de Puebla a fait une notice sur la guerre en Ukraine. Et là, on se trouve, c'est le mot de groupe peut induire en erreur. Le groupe de Lima, c'était des gouvernements tout à fait conservateurs qui avaient créé une espèce d'alliance en but d'isoler le Venezuela. Absolument. Le groupe de Puebla, excusez-moi, mais enfin c'est plutôt un groupe de has-been qui ont essayé de se recycler, qui sont pas vraiment en prise sur les réalités de leur pays respectifs. Bon, AMLO n'a même pas participé à la fondation du groupe de Puebla. AMLO est resté prudemment à l'écart en considérant que c'était pas vraiment un groupe qui avait une dynamique susceptible de renverser la vapeur idéologique. Mais pour revenir à ces problèmes générationnels, et moi ce qui me frappe effectivement, c'est qu'il y a une espèce de coordination de fait
initialement, on pensait que c'était plutôt l'Argentine d'Alberto Fernandez et AMLO, et on se rend compte, avec l'évolution du temps, compte tenu des problèmes financiers, économiques, qui prennent le chef de l'État argentin à la gorge, et donc il se met plutôt en retrait, il tape à toutes les portes, donc y compris celle de la Russie, non pas pour soutenir les actions diplomatiques ou militaires de la Russie, mais pour chercher des appuis d'ordre financier, des investisseurs. L'alliance s'est un peu déplacée, je dirais, sur le côté pacifique, Mexique, Chili. Et on trouve la même perception de ce que devrait être l'unité américaine des deux côtés. Alors, il y a eu dans le discours d'intronisation du président chilien un constat qui est celui de dire, au fond, nous avons essayé de faire l'unité de plusieurs manières qui ont toutes échoué. On a essayé de la faire à gauche et puis ensuite à droite, donc avec le groupe de Lima, et ça a échoué à cause de ça. Donc à l'avenir, il faut essayer de trouver des dénominateurs communs qui nous permettent d'avoir un poids plus effectif sur la scène internationale. Alors c'est passé relativement inaperçu, mais AMLO, qui essaie de jouer un rôle de charnière entre les États-Unis, le Canada et l'Amérique latine, a envoyé, peu de temps après la prise de fonction du nouveau président chilien, son secrétaire d'État, c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères, pour qu'il transmette le message suivant de la part d'AMLO à Gabriel Boric. Ce qui est fondamental pour nous à l'avenir, c'est la perpétuation de l'Alliance du Pacifique. Ça peut paraître assez surprenant, dans la mesure où l'Alliance du Pacifique a été constituée en 2011 par des gouvernements néolibéraux, que AMLO reprenne ce type de discours. Font a immédiatement repris dans ses discours en disant Prosur, c'est fini, le groupe de Lima, c'est fini, maintenant c'est l'Alliance du Pacifique. Donc il y a effectivement un côté assez déconcertant pour ceux qui suivent un peu l'actualité latino-américaine de ces dernières années, mais le président mexicain qui a effectué son premier voyage à l'étranger depuis sa prise de fonction le 1er décembre 2018 dans 4 pays d'Amérique centrale et à Cuba, est parti et a prononcé un discours dans lequel il a rappelé son attachement dans l'unité, non pas de l'Amérique latine, mais de l'Amérique. Et donc, revenant dans ce projet qui est le sien, de valoriser la place du Mexique qu'il voit géographiquement, mais aussi géopolitiquement, comme stratégique pour faciliter les relations entre l'Amérique anglo-saxonne et l'Amérique latine. Et donc il y a peut-être des mauvaises lunettes ou des oreilles sélectives qui, à mon avis, n'ont pas lu exactement ce que dit, ce que veut le président Andrés Manuel López Obrador. Il faut bien voir aussi que depuis 2018, à l'exception de ce voyage dans un étranger proche, dans lequel il est venu proposer aux pays centra-américains un projet de coopération destiné à assécher les départs de migrants, un projet qui a été élaboré par le Mexique avec les États-Unis, et que donc ce projet-là est tout à fait révélateur de son projet géopolitique pour l'Amérique, et non pas l'Amérique latine, qui est celui de faire du Mexique donc une charnière, dans tous les sens du terme, entre le nord et entre le sud de l'Amérique. Il n'a, indépendamment de ce voyage, il n'a voyagé que 3 fois, il n'est sorti que 3 fois de son pays, et les 3 fois il est allé aux États-Unis. Et donc il faut, à mon avis, bien voir. Alors on a beaucoup insisté, un peu trop à mon avis, sur
la CELAC, donc la communauté des États d'Amérique latine et de la Caraïbe, où effectivement le président AMLO a fait un grand discours, mais la CELAC se réunissait au Mexique, qui était le président pro-temporé, la présidence tournante, et donc AMLO reçoit, mais n'a jamais été au Brésil, n'a jamais été en Argentine, n'a jamais été au Chili. Au Chili, de façon assez curieuse d'ailleurs, il a envoyé sa femme. Donc bon, c'est certainement le nouveau président chilien en a certainement été très honoré, mais c'est un côté un peu machiste, je dirais, donc dans la mesure où elle se trouvait aux côtés de présidents ou de présidentes en exercice, elles-mêmes n'ayant qu'un rôle de première dame. Enfin, je veux dire, donc il faut bien voir ce que peut faire le Mexique en Amérique latine, mais avec l'Amérique du Nord et avec l'Amérique latine, et en permanence, il est dans cette tension. Donc il a été vendre ce projet construit avec les États-Unis à l'Amérique centrale, et puis ensuite il est allé à Cuba pour équilibrer, pour dire il faut que Cuba participe au prochain sommet des Amériques qui va se tenir à Los Angeles à partir du 5 juin, puisque Biden ne veut pas inviter ni Cuba, ni Nicaragua, ni le Venezuela. Mais ça recouvre aussi son projet d'unité des Amériques. Oui, juste un mot pour dire effectivement, si AMLO s'est impliqué sur la scène internationale relativement tardivement, mais il s'est impliqué avec beaucoup de poids et de dynamisme. Il y a effectivement cette volonté de recréer une sorte d'unité régionale, qui avait un véritable boulevard, un véritable vide, en tout cas latino-américain. L'Alliance du Pacifique est extrêmement intéressante parce qu'il y a évidemment toute la dimension Asie-Pacifique essentielle aussi dans cette stratégie, montrant qu'au fond, les enjeux sont à la fois divers et multilatéraux, si on peut dire. Et ce qui est intéressant, c'est, si je peux dire un petit jeu de mots, c'est le mot Pacifique, l'Alliance du Pacifique, parce que il y a aussi derrière le mot Pacifique, et parmi les caractéristiques que j'évoquais, de cette diplomatie latino-américaine, il y a cette notion de paix. La notion de paix, c'est une région dénucléarisée. Le concept nucléaire, c'est quelque chose qui veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de pays latino-américains avec ce qui se passe en Ukraine et les enjeux planent. C'est aussi quelque chose qui compte pour ces pays, parce qu'au fond, la paix, en tout cas une forme de pacifisme, c'est quelque chose auquel ces pays latino-américains sont importants. Je pense à la diplomatie brésilienne, par exemple, qui a une tradition de négociation qui est dans le sang, je dirais presque. C'est un pays j'avais posé une fois une question en privé à Dilma Rousseff à propos de la façon dont les dirigeants brésiliens se comportaient sur la scène internationale par rapport au conflit. Et elle m'a dit, nous, on aime contourner l'obstacle. On n'aime pas faire face. On contourne. Et on trouve la solution. On trouve le jeitinho brésilien, c'est-à-dire une petite façon d'arranger des choses. Et c'est très dans la mentalité brésilienne. Ouais. Et la diplomatie brésilienne, elle fonctionne encore comme ça. C'est pour ça que la politique de sanction, pour revenir à cette question, c'est pas du tout dans les gènes, dans leur façon de faire, qui se justifie. Avant mes mails. Et bien. Et le temps passe et je voudrais, on va finir bientôt, signaler deux choses qu'on n'a pas abordées, bien évidemment. D'ailleurs, bon, peut-être que vous l'avez compris, l'Alliance du Pacifique à laquelle faisait référence Jean-Jacques et Stéphane, c'est l'Alliance du Pacifique qui avait comme but s'est approché côté commercial, notamment de tous les commerces avec la Chine, etc., et dans lesquels étaient le Chili, la Colombie, le Pérou et le Mexique au départ. L'Équateur ensuite avait demandé son adhésion, mais n'a pas été accepté pour l'instant, et après ça s'est délité un petit peu. Mais bon, indépendamment de ça, nous avons parlé des gouvernements, nous avons parlé de quelques partis politiques, peut-être que vous êtes un peu plus lointain de ça. Une chose qui nous a surpris, je viens de participer au Forum social mondial du Mexique,
l'ancienne édition du Forum social mondial. FAN a été présent avec des autres organisations françaises et internationales, européennes, etc. Une chose qui nous avait frappé beaucoup, c'est que même les mouvements sociaux, qui d'habitude sont très réactifs vis-à-vis de cette situation-là, dans le cas de cette guerre-là, c'est quelque chose qui ne les concerne pas. Littéralement, ça ne les concerne pas. On a dû faire vraiment un forcing, y compris pour réussir à que dans la déclaration finale du Forum social mondial soit inclus tout un paragraphe de dénonciation de la guerre, de dire que ça c'est une invasion, que c'est la Russie les responsables. Les gens tournent la tête ailleurs, sauf trois exceptions. Et ça m'intéresse d'évoquer. Le premier, c'était l'armée zapatiste de libération nationale mexicaine. Un mouvement qui en Europe, et pas seulement en Europe, est critiqué comme quelque chose qui est très enfermé, qui ne se préoccupe pas de voir la situation au niveau international, alors que, je dirais, c'est le seul mouvement politique, en tout cas pour l'Amérique latine, avec une vision vraiment globale de la situation. L'invasion a commencé le 24 février, 3 jours après, le 2 mars. L'armée zapatiste sortait une déclaration que vous pouvez consulter, qui avait par titre « Il n'y aura pas de paysage après la bataille ». C'est-à-dire, elle dénonce clairement l'invasion russe de l'Ukraine. Elle dit « Ici, tout le monde sera perdant ». Donc, c'est pour ça qu'il faut dénoncer, dans les grandes périodes de crise, la situation de cette guerre-là, c'est que ça comporte réalignement des impérialismes, etc. Une deuxième organisation sociale, qui quelques jours après a sorti aussi une déclaration intéressante, c'est le cas de la Via Campesina, la Via Paysanne. Et ça c'est intéressant, la Via Campesina, peut-être le connaissez-vous, c'est une organisation au niveau international, dit agrouper à peu près 20 millions de paysans de par le monde. Il a des présences en Europe, il a des présences en Amérique latine, et c'est aussi la Via Campesina qui est, de mémoire, c'était la date, je vous le dis tout de suite, le 9 mai, a sorti une déclaration de solidarité avec les paysanneries ukrainiennes. Les paysans ukrainiens, pas contre la guerre. Mais des grands mouvements, que peut-être que vous avez entendu parler, les MST du Brésil, le mouvement Santer, rien. Non. Les autres grands mouvements, rien. La marche mondiale des femmes s'est exprimée à ce niveau-là. Et savoir, je pense aussi, avec ce que Stéphane évoquait tout à l'heure, la recomposition de la gauche, la nouvelle génération de la gauche, ce n'est pas seulement les partis politiques, c'est aussi ces gauches-là qui s'expriment en dehors des partis politiques et qui jouent un papel important. Je voulais signaler parce que il me semble que c'est important de voir que ce n'est pas seulement le gouvernement, ce n'est pas seulement les partis politiques, mais tous ces mouvements que c'est très important de signaler. Comme le temps est en train de finir, je voudrais aborder une dernière question qui me paraît. Non, c'était les deux. Non, c'est les deux mouvements en tout cas que j'ai vus, peut-être que je me suis trompé, ce sont les deux déclarations que j'ai vues. J'ai cherché pas mal. J'ai dit c'est le troisième, c'est la marche des femmes. La marche mondiale des femmes. Je voudrais aborder avec vous, dans le peu de temps qui nous reste, la question économique. Bien évidemment, c'est ce qui d'abord pourrait apparaître le plus long terme, parce qu'on l'a évoqué, les commerces entre la Russie, l'Ukraine et l'Amérique latine. Au niveau global, ça pèse peu, mais ça pèse peu, mais quand même, ça a beaucoup d'incidences en même temps. J'évoquais le cas du fertilisant que le Brésil importe de la Russie. Il y a bien évidemment les histoires du lait que l'Ukraine exportait de par le monde. Et là, maintenant, c'est pas gratuit si Alberto Fernandez a été ici la semaine dernière, en Espagne, en Berlin, est passé courant par ici pour voir le président Macron pour lui dire coucou, je suis là, je peux vous apporter du pétrole, du gaz et tout ce que vous voulez. Alors, rapidement, Stéphane, comment tu vois la situation, quelques éléments, parce qu'on ne pourra pas aborder tout si on veut que les gens puissent participer, quelques éléments centraux de cette guerre-là, comment peut influencer la situation économique, pas de la région parce que c'est différent. Il y a des gagnants et des perdants. Les Brésiliens sont des gagnants, l'Argentine c'est un gagnant, les Mexicains sont des perdants. Comment ça peut jouer? Il y a deux choses. D'une part, les échanges économiques et commerciaux entre la Russie et l'Amérique latine d'une manière générale. Il y a des accords commerciaux qui sont signés dans un certain nombre de pays, mais le montant estimé sont relativement faibles. C'est je crois, de 15 milliards de dollars, ce qui est relativement peu. Dans le domaine alors de l'énergie, l'agriculture, les engrais, certains enjeux sécuritaires et militaires, certaines données sanitaires. Évidemment, il y a eu tout ce qui avait été évoqué, c'est la
partie sanitaire et les vaccins. Mais donc c'est relativement faible. En revanche, les conséquences de cette guerre pour la région sont effectivement importantes. D'une part, effectivement, la volée des prix des matières premières, ce qu'on appelle les commodities entre les saxons, des matières premières, en particulier le blé, évidemment, mais qui, évidemment, peut avoir des conséquences terribles pour la région. Les enjeux pétroliers aussi. Et certains pays, comme les pays pétroliers, peuvent en revanche bien sortir de l'épingle du jeu, si on peut dire. Quand on voit d'ailleurs les manœuvres qu'évoquait Jean-Jacques tout à l'heure sur le rapprochement et là le pragmatisme entre guillemets nord-américain avec les équipes Biden et Maduro pour le rétablissement du dispositif pétrolier, et qui suffit de remettre en marche relativement facilement, puisqu'au fond tout le dispositif est là, il avait été gelé, mais enfin, il faut le rénover, mais tout ça c'est quelque chose qui peut se faire assez vite. Et d'une manière générale, sur les enjeux conséquences de la crise d'une manière générale, cette crise peut effectivement avoir occidentale sur le plan économique, en particulier aussi en termes d'inflation, en termes de PIB, qu'on estime entre 1 et 1,5% ou entre 1,5 ou 2 points de PIB pour l'ensemble de la région, qui est estimé par certains organismes internationaux, conséquence de cette guerre. Mais il peut y avoir un petit décalage par rapport à ce qui se passe en Amérique latine. Je me souviens de l'expression de Lula à propos des dirigeants occidentaux lors de la crise en 2008-2009, des subprimes, qui avait dit comment se fait-il que tous ces dirigeants savants, économistes du FMI, etc., nous donnaient des leçons au monde entier pendant des années. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont incapables de gérer cette crise. Mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que Lula, il cache, il dit ce qu'il pense. Et très direct, il a toujours dit ce qu'il pensait. D'ailleurs, il l'a dit à ce moment-là, quand il était venu à Paris, il l'a dit au moment de la crise sanitaire, il a dit pour les vaccins, il a dit à tous les dirigeants, y compris au président Macron, il faut que vous fassiez quelque chose par rapport aux vaccins. Il dit ce qu'il pense, comme il l'a dit sur Zelensky et sur l'Ukraine, d'une manière très cash time, d'une manière très directe. Ce qu'il pense, il dit ce qu'il pense. Voilà. C'est son analyse, sa façon de voir les choses. Et donc, c'est un homme de bon sens, c'est-à-dire qu'il sent les choses, et quand il ne sent pas les personnages, il le dit d'autant plus librement qu'il n'est pas en fonction, en activité, donc il n'est pas en représentation diplomatique. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que, conséquences économiques, oui, certainement, mais certains pays peuvent tirer plus profit que d'autres de cette crise. Jean-Jacques, à ce propos-là, de manière résumée si c'est possible, est-ce que tu penses, bon, on a évoqué le cas de Venezuela, c'est le plus emblématique, mais il y a un autre gros malson, c'est le Mercosur. Oui, il y a également un pays dont on parle peu, c'est l'Équateur. L'Équateur, après la première crise, la crise de Crimée, la Russie avait réorienté ses achats de produits agricoles, et en particulier tropicaux, les fleurs, etc., vers l'Équateur, qui réalisait 7% de ses exportations, des montants de ses exportations en direction de l'Ukraine et de la Russie. Donc c'est panique à bord. J'ai vu qu'il y avait eu une concertation entre le gouvernement équatorien et l'ambassade de Russie à Quito pour essayer, j'imagine, de voir comment contourner les difficultés posées par les sanctions pour maintenir ces flux d'échanges. Mais je crois que les effets que vont ressentir les pays d'Amérique latine, il va y avoir des tiroirs qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. Il y aura le tiroir pétrolier, bon, il peut y avoir également le tiroir agricole, hein, le blé, le maïs, mais à condition de bénéficier, même si ces échanges sont minimes, les fertilisants jouent un rôle important. Donc si les fertilisants n'arrivent pas en Argentine et au Brésil, bon, tout ce qu'ils peuvent attendre en surplus de commandes extérieures, notamment de l'Afrique et de l'Asie, pour leur blé et leur maïs, va tomber à l'eau. D'autre part, il y a pour le Mexique, le ralentissement de la croissance aux États-Unis va nécessairement avoir une incidence sur le Mexique.
Et donc ces pays-là, je parle sous votre regard, étaient déjà très affectés par la crise du coronavirus. Tout à fait. Et il l'était même avant. Il y avait eu beaucoup de mouvements sociaux en 2019 qui étaient liés. Voilà. Donc il y avait déjà une pré-crise, plus la crise sanitaire, plus aujourd'hui les effets de la guerre. Donc on peut penser que certains vont s'enrichir, mais que la majorité de la population va souffrir, ce qui est le cas déjà aujourd'hui, où l'on constate au Brésil, par exemple, le retour de la malnutrition, voire de la famine dans certaines parties du pays. Bon, comme vous voyez, parler de la guerre, c'est toujours avec des nuances, et pour être ad hoc, c'est comme une matrioshka. Vous savez qu'il y a énormément d'éléments qu'il faut enfermer, sortir, etc. Donc, c'est à vous la parole. Et si est-ce que quelqu'un veut intervenir, j'espère que ça vous a permis de vous clarifier que la situation c'est pas noir et blanc. Posez des questions brèves parce qu'on a peu de temps, s'il vous plaît. De manière très directe. D'abord, bravo France-Amérique, très bonne initiative. Et la question, c'est vrai que vous avez raison de dire qu'il y a un clivage très fort en Amérique latine entre générations. Donc, ça c'est une, et la perception par rapport aux deux poids de mesure. Ça nous amène à penser que la nouvelle génération est informée de manière différente. Par contre, l'ancienne, de la manière traditionnelle, mais elle perçoit plus fortement les côtés deux poids de mesure. Et ma question c'est maintenant, est-ce que vous pouvez réunir peut-être sur les causes de la guerre, parce que c'est là vient la perception. Est-ce que c'est une guerre, c'est une invasion russe, mais que c'est une guerre contre l'Ukraine, ou une confrontation contre l'Union européenne, ou est-ce que c'est une guerre contre les États-Unis, ou une confrontation contre les États-Unis? Je vous propose de poser les questions, comme ça on aura ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour grouper un peu les questions? Non? Non, c'est-à-dire qu'on parlait, je ne réfléchis pas trop, j'entendais ce matin à la radio parler du Moyen-Orient qui va peut-être encore gagner de l'argent avec son pétrole, mais est-ce qu'on va, puisque ça fait, si vous voulez, ils vont être en concurrence aussi peut-être avec les pays de l'Amérique latine qui proposent aussi leur pétrole pour s'en sortir peut-être. Est-ce que l'Europe ou bien les États-Unis vont aussi mettre moitié-moitié l'achat du pétrole au Moyen-Orient et l'achat aussi du pétrole vers les pays d'Amérique latine? Merci. Quelqu'un d'autre? Juste peut-être moi une petite question quand même. Parce qu'on voulait parler de l'Europe et Amérique latine, donc l'Ukraine au cœur, mais quand même, dans cette affaire-là, est-ce que, au bout du bout, l'Europe n'apparaît pas comme étant montrant finalement qu'elle est petite et qu'elle n'est pas véritablement un enjeu aujourd'hui pour l'Amérique latine? Est-ce que le fait de n'avoir si peu réagi vis-à-vis d'Ukraine, est-ce que c'est qu'un problème de guerre ou est-ce que c'est un problème de repositionnement des impérialismes, c'est-à-dire se dire que, après tout, l'impérialisme russe, l'impérialisme chinois, l'impérialisme américain, l'Europe dans cette affaire-là nous concerne moyennement. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi une sorte... Et je dis ça d'autant plus que c'est la présidence française et que donc quelque part, au bout du bout, la réaction des pays latino-américains est une réaction qui est quand même vis-à-vis de la France en présidence, une manière de dire bon, finalement vous vous intéressez pas beaucoup. Peut-être tu groupes tout ça? Oui. Pas une autre, c'est gratuit. Hein, c'est gratuit, profitez. Alors, il y en a une. Maintenant, La dernière. Maintenant que tu dis c'est gratuit, ça déclenche. Ce serait juste un intérêt particulier pour le Brésil et éventuellement j'aimerais peut-être avoir votre avis sur la position du Brésil par rapport à l'institution qu'est l'OTAN et un zoom un petit peu peut-être sur les questions d'inflation au Brésil ou peut-être des opportunités économiques qui se dégageraient justement de cette situation-là, qui ont déjà été abordées, mais si on peut revenir un peu dessus, ce serait avec plaisir. Merci.
Ok, Merci à donc vous. nous avons 4 questions. 2 et 2, ça vous va? Et Stéphane, tu peux rapidement répondre à la première question, posée par les copains. Alors, c'est une question. Tu peux durer toute la soirée, la Oui, réponse. c'est une question très très passionnante mais malheureusement, je faut dire la vérité, je suis complètement incompétent pour pouvoir répondre à cette question. Je connais un petit peu les questions latino-américaines, mais je ne connais absolument pas. Où je ne pourrais pas vraiment vous parler des origines et du contexte de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ma prudence, d'une manière générale, c'est que quand je ne connais pas un sujet ni une situation, je préfère ne pas trop faire de commentaires, si ce n'est pour dire que, en tant que simple citoyen, que mais là c'est vraiment un point de vue absolument personnel, c'est qu'il me semble que ce conflit dure depuis 2014, d'après ce que je comprends. Il y a quand même eu dans le Donbass, d'après ce que je comprends, aussi 14 000 morts, dont on n'a pas beaucoup parlé. Que visiblement aussi il y a eu un certain nombre d'avertissements, ou en tout cas, j'ai pas suivi ça de très près, mais qu'il y a eu un certain nombre de discours, de prises de position de part et d'autre entre l'OTAN et le président russe, que visiblement, effectivement, il y a eu effectivement à un moment donné cette intervention en Ukraine militaire qui est effectivement une violation absolue des principes du droit international et d'un pays souverain qu'on peut évidemment ni accepter ni tolérer de mon point de vue. Alors, moi j'entends des points de vue qui s'expriment d'experts autrement plus qualifiés que moi, qui connaissent très bien le monde russe, Madame Carrère-Dancause, ou d'anciens ministres comme Hubert Védrine, qui disent des choses extrêmement nuancées, précises sur cette situation. Voilà, mais mon commentaire se borne à pouvoir dire, voilà, mais malheureusement, je suis vraiment pas compétent pour pouvoir donner une réponse éclairée. Voilà, mon point de vue de simple citoyen modeste. Voilà pour la... Peut-être Jean-Jacques a peut-être d'autres idées. Je vais rebondir sur la question qu'a posée Fabien sur finalement que représente l'Europe pour les latino-américains. Bon, je dirais que c'est une question générique, c'est pas simplement sur le conflit Ukraine-Russie, mais depuis plusieurs années, il y a quelque part en Amérique latine l'idée que c'est pas de là que viendra la solution. C'est très clair. Il y a eu un accueil assez favorable de l'investissement qu'a fait Poutine depuis qu'il est à la tête de la Russie. Il a visité l'Amérique latine à plusieurs reprises, il a eu une politique extrêmement active qui a été très bien accueillie par les pays latino-américains. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la recherche de dépendance concurrente, donc qui permet de maintenir une forme d'autonomie. Donc à partir du moment où la Russie rentre dans cette case, la Russie a été bien reçue. Et d'autant plus que Poutine avait ouvert un éventail extrêmement large. Il ne s'agissait pas simplement d'économie, il ne s'agissait pas simplement pour certains pays de coopération militaire ou sanitaire, mais aussi de coopération universitaire. Depuis 2013, à Saint-Pétersbourg, donc qui est la ville, la base de Vladimir Poutine, se tient tous les 2 ans un grand rassemblement d'intellectuels latino-américains qui vont à la rencontre de leurs homologues russes. Et la langue de travail est l'espagnol. J'y suis allé une fois pour me rendre compte un petit peu de la façon dont ça se déroulait. C'était assez impressionnant. Et c'était pas les Vénézuéliens ou les Cubains qui étaient la cohorte principale d'invités, mais les Mexicains. Ce qui m'a beaucoup surpris. Enfin, le Mexique, manifestement, intéressait et intéresse beaucoup la Russie. Il y a la Chine, évidemment, qui sans commune mesure avec ce que peut apporter la Russie, parce que c'est un partenaire global. Non seulement un partenaire d'équilibrage diplomatique, mais aussi un concurrent commercial, économique, technologique, diplomatique des États-Unis. Donc la Chine est devenue dans presque un silence, une discrétion
exemplaire et étonnante, le premier, le deuxième ou le troisième partenaire commercial de tous les pays d'Amérique latine. Le premier livre blanc chinois date sur l'Amérique latine de 2008. Il y a des sommets Chine-Amérique latine. La majorité des pays d'Amérique latine sont partis de la route de la soie. Et donc je dirais que quelque part, au fond, la complexité des positions prises par les différents pays d'Amérique latine est quelque part calquée sur celle de la Chine, qui soutient sans soutenir la Russie et qui essaie probablement de voir ce qu'elle peut, dans quelle mesure elle peut occuper un terrain qui était celui de la Russie, notamment en Amérique latine, ce qui était déjà le cas avant le conflit Russie-Ukraine. Sur l'aide pétrolière, bon, les États ont des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Ça m'étonnerait que les États-Unis organisent, ou les Européens, une aide particulière avec une triangulation Amérique latine, pays du Proche-Orient, pour bon, voir comment gérer les bénéfices que vont tirer les pays pétroliers de la situation actuelle. Je dirais d'ailleurs qu'en Amérique latine, tous les pays ne sont pas producteurs de pétrole, loin s'en faut, et que donc certains vont effectivement profiter de la conjoncture et d'autres non. Concernant le Brésil, très brièvement, oui, non, c'est ça. Mais je laisserai la parole à Stéphane ensuite. Concernant le Brésil, le Brésil est dans une situation catastrophique à tout point de vue. Il a perdu beaucoup de son autonomie, de l'autonomie qui était la sienne. Le gouvernement de Bolsonaro, de Temer, d'abord puis de Bolsonaro, ont privatisé des instruments qui auraient pu être extrêmement importants pour dans le cas où Lula gagne les élections le 1er octobre, si élections il y a d'ailleurs, il convient de se poser la question, il ne bénéficiera pas des instruments qui étaient à la disposition de l'État avant les privatisations massives qui ont été opérées par le gouvernement Bolsonaro. D'autre part, le rôle de l'armée est extrêmement ambigu. Là, on retrouve d'ailleurs la question de l'Europe. Depuis l'année dernière, l'état-major de l'armée brésilienne considère, dans un espèce de livre blanc sur les hypothèses de conflit, que l'adversaire principal est la France en Guyane, qui est une puissance. La France serait, d'après les militaires brésiliens, une puissance menaçante à partir de sa plateforme guyanaise parce qu'elle est une puissance atomique. Et Stéphane. Oui, alors je vais peut-être répondre très rapidement. Je vais compléter peut-être la réponse à votre question tout à l'heure. Je vais simplement prendre un petit exemple, petite anecdote. Il y a quelques jours, je recevais à Paris un député cubain, un académicien haut niveau, membre du Conseil d'État. Et on lui parlait évidemment de la guerre en Ukraine et on lui montrait un article du Granma qui reprenait en quelque sorte à son compte la façon dont les Russes racontaient les massacres de Boutcha en particulier. Et il n'y avait pas ce regard critique par rapport à ce qui se passait. Et on posait la question au député et il nous dit ça c'est le point de vue de Granma d'abord, c'est pas le point de vue du gouvernement cubain. On reprend pas à notre compte ce que raconte ce journaliste qui reprend cette prose. Et il a rajouté deux choses. Il dit, écoutez, nous sommes à Cuba. Nous avons des sources occidentales de Washington qui nous disent exactement comment les choses se passent sur place. Nous avons le point de vue russe qui nous dit exactement comment voulez-vous que nous, Cubains, ici à La Havane, on puisse avoir une idée objective de ce qui se passe véritablement, non pas de nier l'horreur des massacres en question, la responsabilité qui ont été commises de ceux qui avaient été. Et ils disent qu'il faut une commission indépendante, totalement sous l'égide de l'ONU, qui rétablisse les faits. Et à partir de là, on pourra savoir exactement ce qui s'est passé et les responsabilités des uns et des autres. Donc c'est simplement pour revenir un tout petit peu à la question par rapport à l'Amérique latine et pour répondre à votre question, certains de ces pays, en particulier, ça c'est la réponse des Cubains, de cet officiel cubain,
c'est pas une question de ne pas prendre position pour l'un ou pour l'autre, mais simplement, on est dans une position, on ne peut pas véritablement savoir exactement quelles sont les responsabilités commises pour ces massacres. Pour ce qui est de l'Europe, donc, je pense que l'Europe a été très en deçà de la main par rapport à l'Amérique latine depuis quelque temps. La France, me semble-t-il, a un peu laissé l'Espagne mener un peu la danse, si je puis dire, par rapport à la position de l'Union européenne par rapport à l'Amérique latine. Sur le Mercosur qui avait été évoqué au début du mandat du président Macron, il y avait, me semble-t-il, un peu un double discours officiel, un peu critique par rapport au Mercosur, mais en même temps, ces équipes négociaient à Bercy pour qu'on puisse parvenir à un accord, et qui a donné mandat, la France a donné mandat à la commission sortante, la commission Santer, de parvenir à un accord qui a été signé. On puisse dire après que l'accord n'existe pas. Oui, il y a eu un accord qui a été signé officiellement, donc la France, Union européenne, Mercosur. Sous la présidence de Macri. Et sous la présidence de Macri, parce qu'effectivement, le président Macri poussait les feux absolument pour parvenir à un accord politique électoral. Et Bolsonaro, c'est surtout Guedes qui était très libre-échangiste, qui avait fait le maximum. Il y avait une espèce de conjoncture. Et Macron n'était pas contre, d'ailleurs, parce que jusqu'alors, la France était réticente. Donc il y a eu un accord de la France. À partir du moment où les relations se sont dégradées avec Bolsonaro, entre Macron et Bolsonaro, la crise amazonienne, le G7 à Biarritz, un certain nombre de déclarations, le président Macron a dit, finalement, on va plus signer. Enfin, on ne peut pas dire qu'on ne peut plus signer. En fait, ce que la France fait, elle ne peut faire, c'est ne plus ratifier. Et en particulier parce qu'il y avait des oppositions des écologistes, des partis de la gauche, qui considéraient que cet accord était mauvais. Qui était probablement plus équilibré qu'on ne le dit, mais peu importe, enfin, je ne veux pas dans les détails, mais la France peut s'opposer, le Parlement peut s'opposer, parce qu'il faut que, pour que cet accord entre en vigueur, qu'il y ait des ratifications des 27 pays membres. On est très loin du compte, donc je crois que cette question ne se posera plus avant, en tout cas probablement pas sous cette présidence, et l'Amérique latine n'est pas du tout, c'est donc qu'on puisse dire, de l'Amérique latine n'est pas du tout la priorité c'est le moins qu'on puisse dire, de l'Amérique latine aujourd'hui. On parle de l'actuel président réélu. Donc, compter que Macron est allé très peu en Amérique latine. Pas du tout. Il était une fois. Une fois, il est allé très peu. À Buenos Aires, dans le cadre de C'est ça que je dis très peu, parce que du G20, non. c'est encore n'a des pas été. choses, mais Ouais. c'est pas rien. Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est, voilà. Bon, C'est des erreurs vis-à-vis du Brésil, à tous les niveaux. Il y a eu des erreurs vis-à-vis du Venezuela, il y a eu des erreurs d'analyse, c'est évident, puisqu'on voit dans quelle impasse la France était sur le plan diplomatique. Bon, c'est un autre sujet. ça c'est un autre débat. Un autre débat. Ça c'est un autre débat. Ça, c'est un point de vue personnel. Voilà. Effectivement, bon. Je tiens à remercier évidemment Jean-Jacques Podliansky de la Fondation Jean Jaurès et Sven Dikowski, président du Conseil de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, de nous avoir accompagnés. Je suis vraiment désolé qu'il y a si peu de mots. Mais en tout cas, les gens qui sont intéressés, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Je rappelle, parce que évidemment, il y a énormément de choses qu'on n'a pas pu aborder. J'aurais souhaité, par exemple, traiter la question de Russia Today et les poids qu'il a aujourd'hui en Amérique latine. Ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé depuis ici. Hein. On ne voit pas l'influence que ça a. Il y a aussi la question que cette guerre-là, telle qu'il s'est partie, c'est une guerre qui va durer, je pense, malheureusement, longtemps. C'est pas demain que ça va être celui, je crois, malheureusement. J'espère me tromper. Mais ça va continuer à déplacer des couches tectoniques de par ailleurs, de par le monde. Et évidemment, Jean-Jacques l'a abordé, mais comme ça, j'attire votre attention sur ce sommet des Amériques qui aura lieu à partir du 5 juin à Los Angeles, Californie, qui est censé réunir tous les pays de l'Amérique latine et qui aura aussi des conséquences, je pense, dans les approches des ondes de choc et dans les mois qui viennent. Et le bicentenaire de la doctrine Monroe l'année prochaine. En plus, et c'est ce que je puis signaler, en plus, les 60 anniversaires de la crise des missiles, 60 déjà.
Je vous invite à acheter, si vous êtes intéressé, France-Amérique latine. C'est un mag que nous publions tous les 3 mois en tant qu'organisation. Je pense que ça peut vous intéresser. On essaie de suivre l'actualité latino-américaine. Et je vous recommande aussi ce travail récent de Jean-Jacques Kurlianski, Progressisme et démocratie en Amérique latine, que c'est fort intéressant. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à toi aussi, Braulio.